J'ai fait une chose toute bête, c'est d'aller aux sources. Et je me suis aperçu que les entretiens qu'Hitler avait donnés à la presse étrangère, parce que c'est la presse étrangère qui est importante, c'est pas la presse allemande, ni la presse italienne, c'est la presse, c'est ce qu'il veut faire croire et montrer de son régime et de sa politique. Eh bien, ils sont peu nombreux, ces entretiens. Ils sont à peu près une trentaine. Vous en avez sélectionné 16 ? 16 parce que ce sont de vrais entretiens, questions, réponses, tels qu'on peut aujourd'hui concevoir un entretien. Car dans la presse d'avant-guerre, ce qu'on appelait une interview était bien souvent un portrait en pied du personnage, on raconte l'entrevue, on met 2 ou 3 phrases dans sa bouche et on dit c'est un entretien et on fait la une. Il y avait très peu d'entretiens, questions-réponses, relus, corrigés, annotés parfois de la main de la personne qu'on interrogeait. C'est tout à fait classique aujourd'hui, ça ne se faisait pas à l'époque. Donc, en réalité, il y a 16 entretiens importants entre 1923 et 1940, le dernier ayant été donné après la chute de la France à un journaliste américain. Et donc vous dites que vous vous êtes focalisé sur les entretiens donnés aux journalistes de presse étrangère, pour quelle raison ? Parce que ce qu'il a pu donner à la presse allemande était évidemment de la propagande. Et, ça veut dire que ce qu'il disait dans la presse étrangère n'était pas de la propagande ? Ah, c'était de la manipulation pur sucre. Et c'est ça qui est important à démonter, la manière dont il s'adresse aux Français, aux Anglais, aux Américains, de façon très différente, et puis surtout les thèmes qu'il aborde, et surtout la manière dont il prépare ces entretiens, qui sont préparés de très longue date, et avec des choix de cibles très particulières. Et c'est ça, je crois, qui est intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qui ressort justement de ce travail d'abord sur les relations qu'entretenait Hitler avec les journalistes ? Est-ce que c'est un homme plutôt distant, plutôt froid, plutôt peut-être même réservé ? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un de facile d'accès qui a bien compris qu'il a besoin des journalistes pour faire passer ses idées, pour les manipuler aussi, et donc qui se montre plutôt à l'aise et plutôt parlant ? C'est tout à la fois. C'est-à-dire qu'il est très réservé avec la presse puisqu'il ne souhaite rencontrer que des gens qui peuvent lui servir. Il n'y a pas de presse contradictoire. Il ne va pas chercher la bagarre avec les journalistes. En revanche, lorsqu'il a ciblé un journaliste qui pouvait lui servir dans les démocraties, en France, en Angleterre, aux États-Unis, il peut être extrêmement séduisant et il arrive à les séduire et à les manipuler. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et en réalité, ce qu'il attend, c'est qu'on passe des messages. Le message principal, c'est « je ne veux pas la guerre ». Je ne veux pas la guerre. Et donc, plus il va trahir ce message en déchirant le traité de Versailles, en allant à grandes enjambées vers la Seconde Guerre mondiale, et plus il va les manipuler, et plus il va choisir des cibles qui sont des cibles extrêmement efficaces. Extrêmement efficaces. Et choisies bien en amont. Alors, la principale caractéristique de ces cibles, parce que c'est sûrement ce que vous allez me demander, c'est que ce ne sont pas des gens de droite, d'extrême droite ou suspects de complaisance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va s'adresser à des journalistes qui sont plutôt contre ses idées ? Non, qui sont plutôt des pacifistes. Et qui représentent un milieu très particulier, qui est le milieu des anciens combattants. L'Europe sort de la boucherie de la Première Guerre mondiale, la France ne veut plus faire la guerre, l'Angleterre non plus, l'Amérique est isolationniste, et donc il va, lui-même étant ancien combattant, ayant été blessé et pratiquement rendu aveugle à la fin de la Première Guerre mondiale, il va s'adresser à ces gens-là, et il va soigneusement éviter des gens plus complaisants. Par exemple, il ne donne aucune interview au journal d'Oswald Mosley, qu'il finance pourtant, qui est le fasciste anglais bien connu, dont je parle dans mon précédent livre. Il ne donne pas d'interview à la presse extrême droite française, type « Je suis partout ». Le journal d'Henry Ford, qui est ouvertement nazi, antisémite. Il ne cherche pas à parler aux convaincus. Il ne cherche pas. Il cherche à élargir ses parts de marché. Et ça, c'est en ça qu'il est extrêmement moderne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne avec un aveuglement particulier chez les Français. Et c'est vraiment ce que j'essaie de montrer dans ce livre. Car, s'agissant des Anglais, comme j'ai essayé de le montrer dans mon précédent livre, L'Aigle et le Léopard, les Anglais sont dragués par Hitler parce que Hitler leur propose une sorte de partage du monde. Et toute la presse anglaise, à de rares exceptions près, est acquise à l'apaisement avec Hitler. Les Français, c'est très différent. Parce que les Français, ils les désignent comme l'ennemi absolu
dans Mein Kampf dès 1926. Et jusqu'à son arrivée au pouvoir, en 1933, il refuse de recevoir le moindre journaliste français. Tout va changer après, et il va essayer de leur expliquer que Mein Kampf, finalement, il ne faut pas trop le lire, et c'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Enfin, c'est tout à fait intéressant. Alors on va revenir un petit peu avant la publication de Mein Kampf, si vous le voulez bien. Nous sommes en 1923. Hitler donne donc sa première grande interview dans la presse étrangère, américaine en l'occurrence. À l'époque, il commence tout juste à apparaître sur la scène publique. Il n'a fondé donc son mouvement que 3 ans plus tôt. On est avant, bien sûr, son passage en prison pour tentative de putsch. Qui est-il à ce moment-là? Quelles sont ses ambitions? Ses ambitions, c'est évidemment, il a le putsch en vue. Ça se sent dans cette interview? Ah, ça se sent. Il parle comme quelqu'un qui prendra le pouvoir tôt ou tard. Il dit « je ferai ». Et donc, il choisit un Américain d'origine allemande qui s'appelle Georg Wirek, qui est citoyen américain, mais qui est un nazi authentique, qui va faire d'ailleurs, qui sera un propagandiste d'Hitler jusqu'en 1940, et qui se trouve être un très proche de l'ancienne famille impériale allemande. Peut-être même est-ce un fils caché de Guillaume Ier, l'ancien empereur allemand. Et il a un petit-fils, pardon. Et donc il a accès à toute l'aristocratie et la haute bourgeoisie allemande, qui est revancharde, parce qu'il vit très souvent en Allemagne encore. Et aux États-Unis, c'est un journaliste extrêmement connu. Donc il s'adresse à la fois à des Allemands qui peuvent le soutenir, mais aussi aux Américains, en leur expliquant ce qu'il veut faire s'il arrive au pouvoir. Et ce qu'il veut faire, c'est très simple, il le dit, mais ça prépare Mein Kampf, il explique qu'il veut coloniser l'Europe de l'Est, que les Allemands sont trop nombreux sur un pays trop petit, et donc elle a besoin de colonies et de colonies sur le continent. C'est d'une franchise absolue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moment précis où il y a un basculement dans ce que dit Adolf Hitler? Si, dès qu'il arrive au pouvoir. En 1933. En 1933. Je reviens sur cette première interview. Georges Wirek, donc le journaliste américain qui l'interviewe, vous écrivez dès sa première rencontre avec Hitler, Georges Wirek passe instantanément sous son emprise. Vous écrivez également plus loin, les journalistes américains ne sont pas les seuls, loin de là, à tomber sous les charmes du Führer. Comment est-ce que Adolf Hitler a réussi à aveugler à ce point les journalistes de la presse occidentale? Alors, occidentale et française, parce que les Français, je dis, c'est encore un autre problème. Tout simplement en leur disant ce qu'ils souhaitaient entendre. Qu'est-ce que souhaitent entendre les Anglais? Qu'est-ce que souhaitent entendre les Américains? Qu'il est le principal rempart contre le communisme. C'est pour ça que quand il dit que s'il arrive au pouvoir, il colonisera l'Europe de l'Est, ça ne les choque absolument pas. Absolument pas. Et ils veulent entendre qu'il ne fera pas la guerre et qu'on ne replongera pas dans la boucherie de 1914-1918. Donc, ça, c'est commun à tout le monde. Et aux Français, à partir de 1933, il leur dit que finalement, la France et l'Allemagne ont un intérêt commun. Cet intérêt commun, c'est la paix sur le continent si on le laisse s'occuper des communistes. Et les anciens combattants, dont un personnage dont on parlera beaucoup pendant la collaboration, qui s'appelle Jean Luchaire, qui sera le grand patron de la presse française sous l'occupation, mais qui à l'époque est proche d'Aristide Briand, qui est un pacifiste sincère, proche d'Aristide Briand, se laisse complètement manipuler. C'est pour ça que cette histoire d'Hitler et de la presse, s'agissant des Français, c'est un peu une préhistoire de la collaboration. Est-ce que Adolf Hitler a, dès ses premiers entretiens, je pense notamment à celui de 1923, en tête la solution finale? Non, sûrement pas. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas, mais il a tout de même une idée très précise, c'est d'en finir avec les Juifs sur le sol allemand. Ce qu'il dit absolument à tous ses interlocuteurs. On ne peut pas dire qu'il ait caché ses intentions, pas ses intentions homicides, qui viendront plus tard. Mais l'idée, son antisémitisme frénétique, apparaît dès 1923. Et en 1931, il se fait même interroger par un journaliste juif, qui évidemment cache son identité, qui sera d'ailleurs publié dans un journal juif américain, et il ne cache absolument pas son intention de mettre les Juifs hors la loi dès qu'il arrivera au pouvoir. Et en 1931, on n'est pas en 23, il a gagné les législatives, il a perdu de peu l'élection présidentielle, et il sera chancelier dans moins de 2 ans, n'est-ce pas? Donc il y a effectivement une grande franchise qui aurait dû, pour le moins, alerter
les opinions. Dans cette interview effectivement de 1931, il dit, je cite, le seul et unique moyen de sauver les Allemands contaminés par la judéophilie est de clarifier la situation en étiquetant ce qui dans notre environnement est juif, donc non allemand. Il ajoute par exemple plus loin, ils sont une menace bien réelle. Est-ce que l'opinion publique réalise ce qu'il est en train de dire à ce moment-là? C'est bien le problème. C'est que personne ne réagit contre ça. Personne ne réagit contre ça. Et même les Français, lorsque Hitler dit à des Anglais et à des Américains dans les années 20 que son premier but, c'est de régler le compte de la France, les diplomates français lisent l'anglais tout de même. Il peut y avoir des dépêches qui les avertissent sur les propos du chancelier d'Allemagne. Ben non. Ils sont évidemment avertis, mais ils ne réagissent pas. Ils pensent que c'est tellement excessif que ça n'aura pas lieu. Il ajoute malgré tout, je n'approuverai jamais la moindre action de masse contre les Juifs. Ils n'ont rien à craindre tant qu'ils ne cherchent pas à se mélanger avec nous. Quand il dit cela, notamment la première phrase, c'est quoi? C'est un mensonge? C'est de la stratégie? Ou bien est-ce qu'il a finalement changé d'avis après? Ah non, il avait déjà... Il n'y avait pas d'intention homicide, enfin, d'après ce qu'on peut en savoir, mais il voulait vraiment créer un apartheid, ce qu'il a fait dès 1933, avec les lois de Nuremberg. Et justement, à partir de 1933, Hitler est donc élu chancelier, et là, on imagine que les demandes d'interview affluent encore davantage, notamment du côté français. Comment est-ce que Adolf Hitler va, là aussi, choisir de parler à un tel et pas un autre? Alors là, je vous l'ai dit, c'est vraiment le milieu ancien combattant. Le milieu ancien combattant, en France, c'est énorme. C'est des associations comme l'UNC, l'Union nationale des combattants, c'est plus d'1 million d'adhérents. Et d'ailleurs, c'est Fernand Brinon, futur aussi grand collaborateur, et qui à l'époque est un homme de gauche, qui est le premier à interviewer Hitler en 1933, et sur la question des anciens combattants, sur la question de la solidarité des tranchées et du fait que personne ne veut plus revoir les grandes boucheries. Donc il l'a choisi. Il l'a choisi. Vous parlez également dans votre livre de l'importance d'un homme, son conseiller en communication, le nom m'échappe, vous allez nous le rappeler, qui s'occupait là aussi de trier sur le volet les journalistes. Voilà, qui s'appelait Putzi Hanfangel. Voilà, qui a une grande influence auprès d'Adolf Hitler. Qui a une grande influence jusqu'en 1934, date à laquelle il a été un peu mis de côté, parce que justement il a été terrorisé parce qu'il a découvert sur la puissance de l'antisémitisme d'Hitler. Lui pensait qu'Hitler voulait se débarrasser des Juifs, voulait les expulser d'Allemagne, mais il a été effrayé quand il a vu que la SS prenait le pouvoir et que une grande partie de l'appareil d'État se tournait vers des intentions qui étaient des intentions homicides. Ça veut dire que jusqu'à l'un de ses plus proches conseillers s'est lui-même trompé sur les intentions d'Adolf Hitler. Absolument. Alors, il faut dire que cet Hanfangel était un personnage également très particulier. C'était un américano anglais, il était américano-allemand, pardon, il était à moitié allemand, à moitié américain. Il passait son temps à vendre Hitler, si j'ose dire, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il était issu d'une très grande bourgeoisie, il y avait beaucoup d'argent, et il a vraiment beaucoup servi Hitler pour, comment dirais-je, rassurer les milieux économiques. Et puis en 1934, quand on n'a plus eu besoin de lui et que les choses ont commencé à se dévoiler, là, il a rompu avec Hitler. Mais ça n'empêche qu'il a eu un rôle absolument essentiel dans les années 20 pour rendre compatible la figure d'Hitler avec les démocraties. On a une idée au total du nombre de Français qui ont pu interviewer le Führer? Ah oui, il y en a eu 5 ou 6, pas plus. 5 ou 6, pas plus, qui avaient donc à chaque fois été triés. Comment est-ce qu'ils ont réagi à chaque fois qu'ils publiaient ces interviews? Eh bien, à l'exception d'un, Philippe Barrès, qui était le fils de Maurice Barrès, qui est devenu gaulliste, qui était à Londres en 1940, à l'exception d'un seul, qui est devenu un anti-nazi farouche, tous ont basculé dans la collaboration. Et sur ces 6, donc un n'est pas devenu nazi, et les 5 autres étaient des hommes plus ou moins de gauche. C'est ça qui est intéressant. Et en 1940, c'est donc le dernier entretien dans la presse étrangère d'Adolf Hitler, quelques jours avant l'entrée des troupes allemandes à Paris. Là aussi, qu'est-ce que vous retenez de cet entretien? Alors, c'est sans doute le seul entretien où il a été totalement sincère, puisqu'il a eu ce qu'il voulait, il a abattu la France, et il dit aux Américains,
via donc cette dernière interview avec Karl von Wiegand, qui est lui aussi, bien qu'il s'appelle von Wiegand, c'est un Américain d'origine allemande, et il lui dit que maintenant son seul souhait, c'est de faire la paix avec les Anglo-Saxons. Et donc là, on peut dire que c'est la seule interview, c'est d'ailleurs la dernière, où il est réellement sincère, et on sait qu'on a été à 2 doigts d'une paix séparée entre les Britanniques et les Allemands en 1940. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus aucune trace ensuite d'entretien d'Hitler dans la presse? Parce qu'après, c'est la guerre. Après, les États-Unis entrent en guerre, les Anglais aussi. Voilà, donc il n'a plus besoin d'amadouer les opinions. C'est les armes qui parlent. Merci beaucoup, Éric Branca. Les entretiens oubliés d'Hitler, 1923-1940, c'est aux éditions Poche de Perrin, c'est chez Tempus, et c'est à retrouver bien sûr dans toutes les bonnes librairies.